J'ai le grand plaisir d'être parmi vous pour vous parler de mon tout dernier ouvrage, donc Les trous noirs en 100 questions. Il s'agit en fait de mon troisième ouvrage entièrement consacré aux trous noirs. Alors c'est vrai que j'ai publié beaucoup d'ouvrages, autour de 35, quelque chose comme ça, avec une bonne moitié d'essais scientifiques, d'essais de culture scientifique, et puis effectivement une dizaine de romans et une dizaine de recueils de poèmes. Mais alors les trous noirs constituent l'un de mes sujets de prédilection. Ce n'est pas le seul, mais peut-être le plus ancien, puisque j'ai commencé, j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus en détail, j'ai commencé à travailler sur les trous noirs à la toute fin des années 1970, donc cela remonte en fait, mon premier travail publié sur les trous noirs remonte en 1978, ça remonte donc à pratiquement 45 ans, et j'aurai l'occasion de parler de ce tout premier travail qui a refait 45 ans plus tard un petit peu la une de tous les journaux pour des raisons que je vous expliquerai. Alors oui, une passion pour un sujet assez fascinant, il faut bien le dire, d'ailleurs vous êtes venus très nombreux. Je crois que dans les sujets des sciences, qu'on appelle généralement les sciences de l'univers, qui interpellent très souvent l'imaginaire, mettent en jeu également des mécanismes du rêve, une sorte de poésie cosmique, mais évidemment, dans l'approche scientifique rationnelle, cela pose des questions extraordinairement profonde et très prenante pour l'esprit, y compris l'esprit du chercheur, bien sûr. Et je pense que les trous noirs font partie des trois grands sujets qui fascinent particulièrement à la fois ceux qui travaillent dessus, mais aussi le grand public. Les deux autres sujets, c'est le Big Bang, évidemment, parce que le Big Bang, c'est l'archétype de l'origine de toute chose. La vie ailleurs dans l'univers, bien entendu, ça c'est la grande question de notre place dans l'univers et une éventuelle solitude ou au contraire une pluralité de mondes habités. Ce sont des très anciennes questions qui avaient déjà été abordées dans l'Antiquité grecque par les philosophes atomistes. Et puis donc ces trous noirs, objet relativement nouveau venu, mais pas tellement que ça, comme j'aurai l'occasion de le dire très bientôt, et qui désarçonne notre intuition et de conception habituelle que l'on se fait sur l'espace, le temps, la gravité, les forces fondamentales. Et il y a derrière surtout cet archétype du gouffre où toute chose se perd, et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles le sujet, au-delà de sa pure description scientifique, fascine le public, parce que cela résonne en nous, cette idée de lieu de l'espace-temps où toute chose finit sans pouvoir ressortir. Et d'ailleurs, cette idée, bien avant que les trous noirs ne prennent une consistance scientifique, fait l'objet de nombreuses rêveries, y compris des rêveries poétiques. Me vient immédiatement en mémoire un extraordinaire poème de Gérard de Nerval, que je cite d'ailleurs dans l'une des dernières questions qui sont consacrées à le rôle des trous noirs dans la culture populaire à travers les littératures, la poésie, la science-fiction, le cinéma. Donc on est en 1854, l'immense poète romantique Gérard de Nerval, un petit peu dépressif, il faut le dire, hanté par la fin de toute chose, il se suicidera comme vous le savez d'ailleurs. Il écrit un vaste poème qui s'appelle Les Chimères, et dans l'un de ces longs poèmes, il y a deux strophes tout à fait extraordinaires qui peuvent servir de plus belle légende à une image qu'effectivement la librairie a eu la gentillesse de reproduire, sur laquelle je reviendrai. En fait, c'est la première simulation numérique, la première photographie virtuelle qui a été calculée par moi-même d'un trou noir entouré d'un disque de gaz. Et on voit donc au centre un œil noir rond et autour un halo de lumière. Et les strophes de Gérard de Nerval, qui ignorait évidemment, à l'époque on ignorait tout de ces astres invisibles, ça montre simplement l'intuition formidable ce que j'appelle les rêveurs d'univers, c'est-à-dire les poètes, les artistes. Il écrit ceci: en cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu qu'un orbite vaste, noir et sans fond, d'où la nuit qu'il habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, son seuil de l'ancien chaos, dans le néant et l'ombre, spirale engloutissant les mondes et les jours. C'est une prodigieuse description mettant en jeu, effectivement, le noir,
la lumière, les jours et l'espace qui tourbillonnent dans ces gouffres invisibles. Donc j'aurai l'occasion effectivement de revenir sur ces images. Oui, alors donc c'est mon troisième ouvrage, le tout premier effectivement date de 1987. C'était d'ailleurs, si je me souviens bien, le premier livre de vulgarisation sur les trous noirs, publié en langue française. Il a été repris plus tard, c'était publié initialement aux éditions Belfond, il a été repris en 92 en livre de poche, vous le voyez ici, aux éditions donc, du Seuil, et qui, je sais, chaque année, bon, fait l'objet effectivement de l'intérêt de beaucoup d'étudiants. Alors, je suis content de ce premier livre, mais le problème c'est que je ne l'ai pas toujours réactualisé, et donc il s'est passé énormément de choses. Alors il y en a un second qui a suivi, c'était en 2006, alors c'était chez Fayard, c'est un magnifique, alors la version originale cartonnée est superbement illustrée, c'est un énorme livre de plus de 800 pages, dont ici vous voyez l'un des deux tomes, ça a été republié en livre de poche, en deux tomes là, et ça remonte à 2006. Je crois que dans ce livre-là, j'ai écrit le maximum que l'on puisse écrire sur tous les phénomènes concernant les trous noirs, astrophysique, physique fondamentale, tout un ensemble de choses, sans équation bien entendu, parce que c'est toujours des livres à destination du public éclairé, disons, mais avec beaucoup de diagrammes, et certains parfois des diagrammes explicatifs assez complexes, mais qui permettent de remplacer de façon visuelle et très agréable et très pertinente les équations. Par exemple, tiens, je ne savais pas, mais la librairie a tiré un de ces diagrammes-là. Voilà, je ne vais pas vous l'expliquer ce soir. Hein. Voilà, ces carrés qui semblent assez élémentaires contiennent une richesse d'informations extraordinaire. En fait, ça s'appelle des diagrammes de Carter et Penrose. Ah ben tiens, mais puisque j'improvise, ça me donne l'occasion de dire un mot sur Brandon Carter, l'un des auteurs de ce diagramme-là. Pourquoi je vais parler de Carter? Parce qu'il a été mon directeur de thèse. Et j'ai eu cette chance extraordinaire, après avoir fait mes études de mathématiques pures à l'université de Marseille. Je n'avais pas du tout de vocation d'astronome, même pas d'astrophysicien, je ne suis pas du tout astronome, hein, je ne fais pas d'observation astronomique, je suis astrophysicien. C'est-à-dire j'essaie de comprendre la physique des objets cosmiques. Et au départ, donc, j'ai fait des études de mathématiques, et puis au niveau d'une maîtrise de mathématiques, j'ai eu le bonheur de découvrir, grâce à la vulgarisation scientifique, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, c'était pas très développé, mais un livre sur la cosmologie, un livre sur la relativité générale. J'étais fasciné par cette théorie d'Einstein, qui a remonté pourtant déjà à un siècle, avec ces notions étranges de courbure de l'espace-temps, les distorsions, les mirages gravitationnels. Moi, j'ai toujours été intéressé aussi par les illusions d'optique que produisent certains phénomènes naturels. Et donc, j'ai voulu poursuivre ce travail. Et à l'époque, à Marseille, il n'y avait pas vraiment de lieu pour travailler sur ce genre de sujet, qui était un petit peu l'apanage de deux grandes écoles. Il y avait l'école de Cambridge, en Angleterre, autour de Stephen Hawking, Roger Penrose, Brandon Carter et quelques autres. Et puis il y avait l'école américaine autour de John Wheeler et quelques autres. Et donc mon professeur d'astrophysique à l'université de Montpellier, en fin d'année, m'a dit Luminet, il faut aller à Paris et je vais téléphoner à Brandon Carter qui vient juste d'arriver de Cambridge pour prendre la direction du groupe d'astrophysique relativiste de l'Observatoire de Paris-Meudon. Et c'est comme ça que Brandon Carter m'a accepté comme étudiant en thèse. Et donc j'ai fait ma thèse en 1977. C'était pas encore sur les trous noirs, c'était sur des choses vraiment bizarres qu'on appelle des singularités de l'espace-temps. Donc un travail de physique mathématique. Et puis au bout d'un an ou deux, donc j'ai passé 6 mois notamment à l'université de Cambridge, dans le laboratoire de Stephen Hawking, que j'ai donc eu l'occasion évidemment de côtoyer et de connaître. On travaillait en plus sur des sujets assez voisins. Et au bout de 2 ans, lorsque j'ai voulu poser normalement ma candidature pour entrer au CNRS, ce que j'avais publié, personne n'y comprenait rien en France, c'était plutôt l'école physico-mathématique anglo-saxonne. Et donc Brandon Carter a eu cette idée géniale. Il me dit, si tu veux entrer au CNRS, il faut faire autre chose. On commence à parler des trous noirs, et il savait que j'avais une appétence pour le dessin. À cette époque, je faisais beaucoup de gravures, de lithographie à l'encre de Chine. Et il m'a dit, dessine-moi un trou noir, mais correctement, c'est-à-dire en le calculant avec
les équations de la relativité générale. Et donc, c'est ce que j'ai fait. En quelques semaines, j'écris les équations de propagation des rayons lumineux dans l'espace-temps courbé par un trou noir. Et j'ai publié donc ce travail au début de 1979. Alors, pour la petite histoire, à l'époque, les ordinateurs, c'était d'énormes IBM qui occupaient une salle entière dans l'observatoire de Paris. On avait des cartes perforées pour écrire le programme. On attendait une semaine pour avoir un résultat, pour s'apercevoir qu'une carte avait été mal perforée, donc on en faisait une autre et ainsi de suite. Bref, au bout d'un certain temps, on finissait par avoir des tableaux de chiffres parce que nous n'avions encore même pas de logiciel de visualisation parce que mon but c'était de produire une image virtuelle, un petit peu comme si nous avions une plaque photographique placée à grande distance d'un trou noir, mais d'un trou noir pas isolé, parce que le trou noir isolé c'est une sphère noire, et noir sur noir, on ne voit rien. Donc il faut que le trou noir soit entouré de matière lumineuse, et par exemple d'une configuration que l'on appelle un disque d'accrétion, c'est-à-dire un disque de gaz chaud qui tourbillonne autour du trou noir et qui progressivement va tomber dans le trou noir. Et la forme incurvée de l'espace et du temps autour du trou noir va déformer les images, c'est-à-dire au lieu de voir par exemple quelque chose qui ressemblerait aux anneaux de Saturne, si vous mettez un anneau lumineux autour d'une sphère dans l'espace ordinaire, vous avez une partie de l'anneau qui est cachée derrière évidemment le disque principal. Avec les trous noirs, rien n'est caché, les images sont relevées par la courbure de l'espace-temps et on obtient effectivement ces déformations bizarres. Et donc pour finaliser cette image, eh bien j'ai pris mon tableau de chiffres, j'ai pris une grande feuille de papier transparent qui a servi de négatif à ma plaque photographique virtuelle et j'ai tracé à la main, à l'encre de Chine, à peu près 10 000 points avec une densité de points en fonction de la distance au centre du trou noir, proportionnelle au flux lumineux que m'avait calculé mon ordinateur. Après, j'ai pris le négatif du négatif pour en faire le positif, et ça donne donc effectivement cette image-là. Et dans cette image-là, vous voyez l'œil noir central, c'est la surface d'un trou noir que l'on appelle un horizon des événements. Alors retenez ce terme-là, parce que j'aurai l'occasion d'en reparler. Horizon des événements, ça porte bien son nom, ça veut dire que les événements, c'est-à-dire les points de l'espace-temps qui sont à l'intérieur du trou noir, échappent à la vue de tout observateur extérieur, parce qu'ils sont derrière un horizon. Donc la surface d'un trou noir joue le rôle d'une limite à la vue de tout observateur extérieur. C'est une limite immatérielle. La surface d'un trou noir, contrairement aux surfaces des astres concentrés, qu'on appelle par exemple des naines blanches ou des étoiles à neutrons, qui ont des surfaces solides, la surface d'un trou noir est purement immatérielle. C'est une frontière géométrique de l'espace-temps, l'équivalent du bord d'un puits dans lequel vous pouvez rentrer, mais vous ne pouvez plus sortir. Alors j'en viens justement à la définition correcte d'un trou noir. Juste un mot tout de même pour finir avec cette image-là. Donc l'anneau lumineux, le plus lumineux que vous voyez autour de la sphère, c'est l'image directe du dessus du disque de gaz, mais déformé. Ça ne ressemble pas aux anneaux de Saturne, déformés par la courbure de l'espace-temps. Après, vous voyez, bon, si vous êtes loin, vous ne voyez probablement pas, un deuxième halo beaucoup plus fin, un halo lumineux, intérieur au halo principal. Ce qui est extraordinaire, c'est l'autre côté du disque de gaz, que l'on voit extrêmement déformé. Hein, l'espace-temps est tellement perturbé que, non seulement si vous aviez cette feuille de papier avec un trou noir au milieu, non seulement vous voyez la face qui est devant vous, déformée, mais vous voyez l'autre côté encore plus déformé. Et enfin, il y a un troisième phénomène que j'avais calculé pour la première fois, qui entre en jeu, c'est le fait qu'il y a une partie extrêmement brillante de ce côté-là, par rapport à celle-là. Alors ça, c'est un effet qui n'est pas intrinsèque au système, c'est un effet de distance. Pour tout observateur lointain, il y a un effet physique bien connu qui s'appelle l'effet Doppler, qui nous dit que lorsque vous avez une source de lumière qui se rapproche de vous, qui se rapproche donc de l'observateur à très grande vitesse, eh bien le flux lumineux est considérablement amplifié. Et il est clair évidemment qu'un disque de gaz autour d'un trou noir gravite autour, et dans ces régions proches de l'horizon des événements, les vitesses tendent vers la vitesse de la lumière. On a une énorme amplification de la lumière qui explique donc la symétrie de l'image. Et
ça, c'est vraiment une signature observationnelle, pardon, une signature exacte, en fait, de la présence d'un trou noir. Aucun autre objet connu de la physique et du cosmos ne produit ces effets-là. Donc voilà cette image publiée dans une revue technique avec toutes les équations début 79. On en a un petit peu parlé à l'époque parce que tout simplement c'était la première fois. Donc les ténors de la relativité générale ont été intéressés. Puis on n'en a plus parlé pendant quelques années, tout simplement parce qu'on n'imaginait pas qu'un jour on ait la possibilité de vérifier ça grâce à des télescopes. Voilà. Alors l'une des raisons, c'est qu'il faut revenir un petit peu à la définition d'un trou noir. D'abord, un trou noir, et il est temps de dire ce que c'est, hein, c'est un piège gravitationnel. C'est-à-dire c'est une zone de l'espace et du temps, une région de l'univers, où la matière et de l'énergie s'est tellement concentrée qu'elle emprisonne la matière et la lumière. Alors une image que j'utilise souvent dans la vulgarisation scientifique, c'est l'image du tissu élastique de l'espace et du temps. Voilà. Comme si l'espace-temps était une sorte de tissu, évidemment c'est pas à deux dimensions, hein, comme le tissu c'est pour simplifier, mais un tissu sur lequel si vous mettez des corps massifs, des boules de différentes masses, de différentes densités, vous avez des distorsions plus ou moins grandes, vous avez la courbure. Voilà. Et donc c'est comme ça que la théorie de la relativité générale décrit correctement ces objets étranges que sont les trous noirs. Alors c'est vrai que je parle un petit peu au débeauté, pas tout à fait de façon linéaire, mais c'est pas plus mal. Mais dans l'ouvrage de Sans question, je commence par une première partie qui s'appelle un peu d'histoire. Parce que c'est toujours bon de replacer les découvertes d'aujourd'hui et les objets qui nous fascinent dans un contexte historique plus ancien. Et de fait, l'idée qu'il puisse exister dans l'univers des configurations invisibles est bien antérieure à la théorie d'Einstein, la relativité générale. Elle remonte à la fin du XVIIIe siècle, dans le cadre de la théorie de l'attraction universelle, qui avait été élaborée un siècle auparavant par le génial Isaac Newton, et qui avait fait l'objet d'une spéculation de deux astronomes. L'un était anglais, s'appelait Mitchell, et l'autre c'était le fameux Laplace. Et ils avaient calculé et estimé que s'il existait, c'est une hypothèse évidemment, s'il pouvait exister dans l'univers des masses gigantesques, de 10 millions de fois la masse du Soleil, avec des corps de densité moyenne ordinaire, comme la Terre ou le Soleil, quelques grammes par centimètre cube, eh bien ces objets-là auraient un champ de gravité tellement puissant que même la lumière ne pourrait pas s'en échapper, donc ils seraient invisibles. Et ils appelaient donc ça les astres invisibles. Donc c'était le prototype de ce qu'on appellerait plus tard les trous noirs supermassifs, avec d'énormes masses. Bien. Après, cette idée a été mise de côté, oubliée pour différentes raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer. Et il a fallu donc attendre 1915, c'est-à-dire la publication par Einstein des équations de la relativité générale, pour redonner une consistance à ces objets étonnants, à ces distorsions de l'espace-temps. Alors justement, on ne va plus du tout décrire les trous noirs et surtout la gravité comme une force d'attraction tellement puissante qu'elle va empêcher les rayons lumineux de s'échapper. On va la décrire, comme je l'ai dit, un puits de gravitation où en fait les objets, aussi bien les rayons lumineux que les particules élémentaires, les étoiles, les astronautes, s'il y en a, suivent naturellement la pente de l'espace et du temps. C'est-à-dire qu'ils vont en ligne droite sans être soumis à aucune force, sauf qu'ils sont, comme si vous êtes dans un toboggan ou dans des jeux de fête foraine, vous êtes embarqué dans la courbure, en fait, hein, de l'espace, puis en plus il y a une courbure du temps. Voilà. Et donc c'est ça l'idée de la relativité générale, c'est de remplacer cette idée d'une force d'attraction agissant à distance et de façon instantanée. C'était un petit peu en conflit avec la physique standard, notamment la physique de l'électromagnétisme, qui nous dit qu'il ne peut pas y avoir d'interaction se propageant à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière dans le vide, donc il ne peut pas y avoir d'interaction instantanée, et c'est l'une des motivations que Einstein avait eues pour remplacer la force d'attraction universelle par une courbure de l'espace-temps. Et alors au plus la concentration de matière et d'énergie est grande, au plus la distorsion locale de l'espace-temps est importante, et on finit par avoir, dans le cas d'un trou noir, le cas le plus extrême, eh bien une distorsion si profonde, c'est à créer un puits dont le bord
qui va représenter la surface d'un trou noir, représente une zone de non-retour, c'est-à-dire si vous pénétrez dans le puits, même si vous êtes un rayon lumineux, vous n'aurez plus assez d'énergie pour en ressortir, en tout cas ressortir du même côté. Voilà. Donc c'est ça la définition relativiste du trou noir. Alors ça ne résout pas toutes les questions, mais même je dois dire, ça posait tellement de problèmes que Einstein lui-même, j'y consacre d'ailleurs l'une des questions-réponses, Einstein lui-même, le père de la théorie qui permet de comprendre ou de l'existence possible de ces trous noirs, n'y croyait pas. Et pendant au moins 30 ans de sa vie, il a écrit des articles au fond d'ailleurs, essayant de prouver que les trous noirs ne pouvaient pas exister. Alors, en fait, c'est une conséquence naturelle de la théorie. Alors, bon, la théorie c'est bien beau, mais encore faut-il au moins trouver des mécanismes dans l'univers capables de fabriquer réellement des trous noirs, pas seulement des solutions mathématiques jolies, des équations d'Einstein. Et ce mécanisme-là, enfin, il y a plusieurs mécanismes, et le mécanisme le plus commun s'appelle l'effondrement gravitationnel. Ça veut dire que vous avez des configurations matérielles qui... Prenez par exemple une étoile comme le Soleil, vous savez qu'elle brille et qu'elle est stable, heureusement pour nous, parce qu'en son cœur, il y a des réactions thermonucléaires qui libèrent une énergie sortante extraordinaire, et cette énergie sortante, qui aurait tendance à faire dilater l'étoile, elle est exactement compensée par la compression gravitationnelle. Donc il y a un équilibre qui se crée. Voilà. Et à la fin, et donc le Soleil brille et les étoiles brillent parce que cette énergie thermonucléaire est alimentée par du carburant qui est simplement la matière même du Soleil, qui est essentiellement de l'hydrogène, donc fusion de l'hydrogène, hélium et ainsi de suite. Voilà. Et il arrive forcément un moment dans la vie des étoiles où ce carburant s'épuise et dans le cœur de l'étoile subit ce processus qu'on appelle l'effondrement gravitationnel. Alors, dans la plupart des cas, c'est le cas du Soleil, en fait de 90% des étoiles, l'effondrement gravitationnel du cœur ne produit pas du tout de trou noir, c'est pas assez massif. Ça va produire un objet assez intéressant déjà, qu'on appelle une naine blanche. C'est un astre donc qui a à peu près la masse d'une étoile comme le Soleil, mais qui est aussi petit que notre planète Terre. Parce qu'en fait, en se contractant, la matière est devenue de plus en plus rigide et à un moment, la rigidité a stoppé l'écrasement de l'étoile. Donc on a déjà une première configuration inhabituelle qui était totalement ignorée à l'époque de Newton, où on a des configurations dont la densité est de l'ordre de la tonne par centimètre cube. Vous avez un dé à coudre de cette matière pèserait une tonne. Alors ça peut paraître surprenant, mais en fait les lois de la physique atomique permettent de parfaitement comprendre ce genre de choses. Et puis un grand personnage qui s'appelle Chandrasekhar, qui était un physicien théoricien d'origine indienne, qui a le prix Nobel de physique entre autres, a démontré qu'en fait il ne peut pas exister de naine blanche plus massive qu'une certaine masse critique, qui s'appelle de l'ordre de 1,4 fois la masse du Soleil, ça s'appelle la limite de Chandrasekhar. Donc si jamais un cœur d'étoile est plus massif, ben, vous avez quelque chose de plus encore concentré qu'une naine blanche, et vous avez en général pas encore le trou noir, vous avez une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, cette fois-ci, c'est une boule de 10 km à peine de rayon, mais avec la masse d'une étoile, et là, les densités, c'est l'ordre de 100 milliards de tonnes par centimètre cube, c'est la masse d'une montagne dans un dé à coudre. Et là encore, ce sont les lois de la physique atomique qui nous permettent de comprendre cela. Et à nouveau, un autre physicien qui s'appelle Landau découvre qu'on ne peut pas, une étoile à neutrons extraordinairement rigide, ne peut quand même pas supporter une masse supérieure à une certaine limite maximum, qui est à peu près 2,5 fois la masse du Soleil. Au-dessus, la physique n'offre pas d'autre alternative autre qu'un effondrement gravitationnel qui ne peut plus être arrêté par une configuration matérielle aussi rigide soit-elle, et c'est ça, le trou noir. Donc on a un mécanisme astrophysique possible décrivant la formation de trous noirs d'origine stellaires, des trous noirs donc qui ont des masses de l'ordre de masse des étoiles massives. Alors, il faut quand même des étoiles un peu particulières. On estime qu'une étoile sur 10 000 à peine est suffisamment massive pour produire des trous noirs stellaires. Bien. Alors comme dans une galaxie typique comme la nôtre, il y a au moins 1000 milliards d'étoiles, ça veut dire quand même il y a déjà quelques dizaines de millions de petits trous noirs stellaires qui se baladent comme ça dans l'espace. Alors pourquoi je dis petit? Parce qu'on a une formule simple qui relie la taille d'un trou noir à sa masse. Alors cette formule est extraordinairement simple, c'est une relation de proportionnalité. Par exemple, vous prenez un trou noir de 10 fois la masse du Soleil, qui est vraiment le trou noir stellaire typique, son rayon c'est 30 km, donc diamètre 60 km. Voilà. Et puis comme c'est proportionnel, si le trou noir fait 10 millions de fois la masse du Soleil, eh bien c'est 30 millions de kilomètres. Et puis si 10 milliards de fois la masse du Soleil, c'est fait 30 milliards de kilomètres. Donc ça commence à devenir extraordinairement gros. Et donc ceci va contre l'une des quelques idées reçues que l'on peut avoir dans le public sur les trous noirs. Est-ce que les trous noirs sont tous petits?
Alors, les trous noirs sont petits, en taille, en tout cas la taille de leur horizon des événements est petite lorsqu'ils sont de masse stellaire. Mais les trous noirs géants qui sont tapis au centre des galaxies sont extraordinairement grands. Le record de masse d'un trou noir actuellement suspecté dans l'univers, j'ai une question là-dessus, qui s'appelle TON 617, c'est au centre, rassurez-vous, c'est au centre d'un quasar extraordinairement lointain. Il fait, tenez-vous bien, 65 milliards de fois la masse du Soleil. 65 milliards de fois la masse du Soleil. En taille, donc, il est plus grand que le système solaire tout entier, qui s'engouffrerait dans ce trou noir absolument géant. Voilà, donc les trous noirs ne sont pas forcément petits. Après, une autre idée reçue. On pense que les trous noirs sont incroyablement denses. Ben c'est vrai, je vous ai parlé des naines blanches, puis après des étoiles à neutrons. Vous dites, les trous noirs, c'est encore pire. Oui, alors pour un trou noir stellaire, effectivement, vous mettez 3 fois ou 10 fois la masse du Soleil dans une sphère de 30 km de rayon, vous obtenez des densités moyennes absolument invraisemblables. C'est 1000 milliards de tonnes par centimètre cube. Alors attention, sauf que, contrairement aux astres précédents, c'est plus une distribution de matière plus ou moins homogène. Le trou noir, en fait, c'est quoi? C'est peut-être du vide. Peut-être du vide, avec juste la masse concentrée au centre. On ne sait pas, en fait. L'une des grandes questions que l'on pose souvent sur les trous noirs, la plus judicieuse, c'est qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou noir? C'est bien beau d'avoir des pièges gravitationnels, mais quand la matière et l'énergie tombent dans le trou noir, où est-ce que ça va? Est-ce que ça s'accumule au fond du trou noir, en étant écrasé de façon extraordinaire? Alors c'est l'un des problèmes de la théorie de la relativité générale. Si vous l'appliquez telle quelle, vous aboutissez à une forte d'absurdité physique qu'on appelle une singularité. Alors justement, c'est mon travail de thèse sur la singularité avant de travailler sur l'imagerie des trous noirs. Une singularité, c'est un point de l'espace-temps où tout devient fini. Et les physiciens n'en veulent pas. L'infini, ça sort du champ de la physique. Donc c'est une limitation de la relativité générale. Donc on ne connaît pas vraiment le comportement de la matière dans les trous noirs. On peut y envoyer nos équations. Nos équations sont imparfaites lorsqu'on s'approche trop de la singularité. Et il faut développer de nouvelles théories qui sont encore en construction, qu'on appelle des théories de gravitation quantique. On va faire intervenir cette fois-ci des phénomènes liés à ce qu'on appelle conventionnellement l'infiniment petit, c'est-à-dire des phénomènes quantiques, pour essayer de voir si cette singularité absurde subsiste toujours. Et de fait, dans les nouvelles descriptions de trous noirs plus ou moins quantiques, la singularité est éliminée. En laissant la porte ouverte, d'ailleurs, à d'autres choses tout à fait étonnantes qui ont fasciné à la fois les physiciens, d'abord les physiciens, puis après rapidement les écrivains et les cinéastes de science-fiction. Parce que l'une des suggestions possibles, c'est que si le fond d'un trou noir n'est pas bouché, il puisse y avoir une sorte de tunnel, une distorsion de l'espace et du temps qui ne va pas bloquer toute chose et qui va connecter le fond d'un trou noir à une autre région de l'univers. On appelle ça des trous de verre, VER. Voilà. C'est une hypothèse mathématique qui a été découverte dans les équations d'Einstein comme possibilité dans les années 60. Et puis, elle a rapidement enthousiasmé une partie de la communauté des physiciens qui travaillaient dessus. Et puis, assez vite également, je vous disais, les écrivains, les cinéastes de science-fiction, parce qu'on s'est aperçu, en faisant des petits calculs, que pour aller d'un point à l'autre de l'univers, si on arrive à emprunter un trou de verre, à passer à travers sans être détruit par la courbure énorme de l'espace-temps, les températures gigantesques, etc. Il faut choisir donc un trou de verre assez gros, par exemple associé à un trou noir supermassif, eh bien on aura un raccourci extraordinaire pour voyager dans l'espace et le temps. Vous savez que dans l'espace usuel, on est hélas limité par la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Pour aller dans l'espace, c'est une vitesse d'escargot. Et donc c'est quand même assez frustrant de penser que si on ne trouve pas un jour un moyen pour s'affranchir de cela, on ne dépassera pas la vitesse de la lumière. C'est un incontournable de la physique. Il faut trouver donc des astuces. Et donc, par exemple, il y a des distorsions spatiales et temporelles qui offrent ces raccourcis. Et pour aller d'un point A à un point B, au lieu de mettre 10 000 ans pour aller sur une étoile lointaine et des millions d'années pour une galaxie, c'est-à-dire on n'ira jamais, ça veut dire qu'on sera confiné ad aeternam. Alors le vrai confinement, il est là, le confinement cosmologique, c'est confiné dans le système solaire dont on n'en sortira jamais si on ne trouve pas des moyens d'en sortir un peu plus astucieux que la propulsion habituelle. Et bon, les trous de verre offrent cette possibilité et cet espoir qu'un jour, tous ces astres extraordinaires, lointains,
qui nous semble presque à portée, parce qu'on reçoit la lumière à travers les télescopes, on a des clichés magnifiques, où on voit des milliers de galaxies, des étoiles qui brillent, on a envie d'y aller, de les toucher, et elles sont en fait totalement inaccessibles en termes de voyage normal, sauf s'il y a des trous de verre, qui posent d'autres questions, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Donc voilà un petit peu ces propriétés étranges des trous noirs. Et donc il y a toute une partie du livre qui rappelle quelques fondamentaux sur les bases physiques. Pourquoi le trou noir fascine les physiciens? À cause justement de ces distorsions de l'espace, ces distorsions du temps. L'espace-temps autour d'un trou noir est extraordinairement perturbé. Alors par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la distorsion spatiale au voisinage d'un trou noir se traduit donc par une courbure très forte de l'espace. Et si vous en approchez, vous êtes soumis à l'équivalent de ce qu'on appelle des forces de marée, c'est-à-dire à une sorte de gravitation différentielle. Alors, si vous plongez directement dans un trou noir, selon une trajectoire directe, eh bien, il y a un processus qu'on appelle la spaghettification, c'est-à-dire ces forces de gravitation, cette courbure en fait de l'espace-temps attire plus les pieds que la tête, par exemple, et vous êtes transformé en spaghetti, ce qui n'est pas évidemment une très bonne recette de cuisine. En revanche, si vous avez une orbite elliptique et non pas radiale, alors c'est plus intéressant d'une certaine manière. Il se trouve d'ailleurs qu'après avoir calculé cette image en 1979, ça a fait l'objet de recherches ultérieures que j'ai commencées dans les années 1980. Je m'étais intéressé au destin d'étoiles qui allaient frôler des trous noirs géants. En tenant compte justement de ces distorsions gravitationnelles de l'espace autour du trou noir. Et avec mes collaborateurs, j'avais commencé à y travailler avec Brandon Carter, puis après j'avais pris des étudiants pour poursuivre le calcul numérique un peu plus compliqué. On avait découvert qu'on avait prédit, on a découvert, bon, d'une prédiction théorique, hein, je ne sais pas si on peut parler de découverte, tant que ce n'est pas confirmé par des observations, on avait prédit que ces étoiles, pendant les quelques heures de traversée d'une zone très courbées autour de l'espace, étaient aplaties dans le plan de leur orbite, tellement aplaties qu'elles se transformaient en ce que je vais appeler des crêpes, des stellar pancakes, dans notre article qu'on avait publié dans la revue Nature. Et puis à force d'être aplaties, elles finissaient par chauffer et par rebondir et exploser en donnant de grandes flambées de rayonnement. Et nous avions appelé ça les crêpes stellaires flambées. C'est une bonne recette d'astronomie, gastronomie, qui ont été découvertes quelques années plus tard grâce aux grands télescopes, qui ont découvert et qui continuent maintenant à découvrir au centre de galaxies très lointaines des sursauts de luminosité qui sont interprétés par des crêpes stellaires flambées. Donc c'est l'illustration de cette distorsion extraordinaire de l'espace au voisinage des trous noirs. Et puis il y a également une autre chose fascinante qui est la distorsion du temps. Vous savez qu'en relativité, le temps et l'espace sont élastiques. Alors ça veut dire quoi? C'est un terme évidemment d'un petit peu de vulgarisation métaphorique. Ça veut dire qu'en fait la perception et la mesure que l'on peut faire des intervalles d'espace et des intervalles de temps dépendent en fait des vitesses et des champs de gravitation entre l'objet en question que l'on veut mesurer et l'observateur. Voilà. Donc il y a alors, notamment en ce qui concerne le temps, il y a ce qu'on appelle le temps propre. Le temps propre, c'est le temps réel vécu ou mesuré par une horloge liée au mouvement. Donc, vous avez par exemple un astronaute qui décide de plonger dans un trou noir, il se sacrifie, on est dans un dernier salut à l'humanité, hein, voilà, mais il se filme, il a une caméra de télévision, il filme les images de son salut pour les transmettre à son collègue qui, lui, reste en orbite dans un vaisseau en orbite circulaire autour du trou noir, donc il reste en dehors du trou noir. Voilà. Et les deux films sont complètement différents. Le vrai temps, c'est le temps propre de celui qui va plonger dans le trou noir, donc il fait son salut, il commence majestueusement. À l'endroit de ce geste-là, il traverse l'horizon des événements, sans problème, et il continue son geste, il le termine, il est à l'intérieur du trou noir. Du point de vue extérieur, son collègue en orbite, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le début du geste, qui se ralentit, qui se ralentit, qui se ralentit. Et le geste s'arrête ad aeternam, repoussé dans un futur infini, à la position où son collègue, sa position que son collègue avait au moment où il a traversé l'horizon du trou noir. Ça veut dire que tout ce qui se passe après échappera à jamais à la vue. Donc c'est une sorte, on appelle ça le gel temporel, et en fait ça représente le temps apparent qui n'est plus lié au mouvement, qui est complètement différent,
du temps réel. Donc il y a effectivement ces choses qui ne sont pas du tout intuitives. Hein. Nous, on arrive heureusement à se donner rendez-vous en synchronisant nos horloges parce qu'on est dans des vitesses faibles et on est dans des champs gravitationnels très faibles. Donc on arrive à peu près à l'heure quand on se donne des rendez-vous. Là, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Si vous avez vu le film Interstellar, d'ailleurs, certains d'entre vous, il y a une scène qui a été justement calculé par le conseiller scientifique du film. C'est quelqu'un que je connais bien, c'est un de mes collègues américains qui s'appelle Kip Thorne, qui est un des grands spécialistes des trous noirs, qui d'ailleurs depuis a obtenu le prix Nobel de physique pour son travail sur les ondes gravitationnelles. Et donc il m'avait écrit à l'époque où le film sortait pour expliquer comment il avait travaillé et qu'il avait tiré les équations au maximum pour rendre les choses plus ou moins plausibles, mais que le réalisateur et le producteur du film avaient des exigences non négociables. Mais il avait fait un calcul assez intéressant où il y a une scène où effectivement l'astronaute, le héros, plonge, non pas dans le trou noir, mais va frôler un trou noir, va plonger dans le champ gravitationnel pour en ressortir, et il communique avec sa fille qui est restée sur Terre, et lui, pour lui, il fait un petit voyage, en plus ça dure 7 heures, et quand il revient, il y a 20 ans qui se sont passés, il reconnaît à peine sa fille. Et c'est un calcul de relativité tout à fait juste. Voilà. Alors pour en venir maintenant au trou noir astrophysique, c'est-à-dire comment on arrive à les détecter, alors là ça commence à être lié effectivement à ma propre histoire et à mes propres travaux sur les trous noirs, qui je le dis ont commencé à la fin des années 70. D'ailleurs ce qui est intéressant c'est que quand je suis arrivé donc, à l'Observatoire de Paris pour faire ma thèse en 1977, ma thèse sur les singularités, j'ai bien vu que j'étais essentiellement entouré d'astronomes qui ne croyaient pas encore vraiment au trou noir, faute de c'est un petit peu comme saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit, ça restait des objets théoriques. Et c'est là où je trouvais que le défi que m'avait lancé Brandon Carter, de mettre ça en image, c'était aussi une sorte de pied de nez à ceux qui n'y croyaient pas. Ça ne veut pas dire que j'y croyais moi-même, hein, mais je veux dire c'était un défi, ça n'avait jamais été fait. Visualiser ce qui normalement n'est pas visualisable, et c'est pour ça que je m'étais lancé dans ce calcul. Alors à cette époque, on va dire, mais comment on va voir, comment on va mettre en évidence astronomique l'existence des trous noirs? D'abord de façon complètement indirecte. Le trou noir lui-même, c'est une sphère noire sur du noir, on ne va rien voir, donc le trou noir nu et isolé, on ne le voit pas. Il faut que le trou noir soit entouré de matière. Alors un trou noir stellaire, comment il va être entouré de matière? Pas tous, mais vous ne savez peut-être pas, mais la plupart des étoiles vivent comme nous en couple. Vous avez des couples d'étoiles qu'on appelle les systèmes binaires. Donc vous prenez un couple d'étoiles. Dans le couple, il peut y avoir deux étoiles de masse très différentes. Par exemple, une étoile de masse modeste qui évolue lentement, donc elle va rester longtemps en état gazeux, et puis une étoile beaucoup plus massive qui va exploser en supernova, connaître les fondements gravitationnels et fabriquer un trou noir. À partir de là, dans le couple, vous avez le trou noir qui va, par une sorte de phénomène d'aspiration gravitationnelle, va arracher les couches de gaz extérieures de l'étoile partenaire. Et donc le gaz va passer de l'étoile gazeuse à l'environnement du trou noir, va former une sorte de tourbillon de matière extraordinairement chaude qui va être chauffée à mesure qu'elle s'approche du trou noir, et avant de disparaître dans le trou noir, ça va émettre des bouffées de rayonnement de très haute énergie qu'on appelle des rayonnements X, des rayonnements extrêmement dangereux qui heureusement n'arrivent pas sur Terre parce qu'on est protégé par l'atmosphère de la Terre. Mais les astrophysiciens des années 70, des théoriciens, avaient déjà fait des modèles de la luminosité possible de ce qu'on appelle ces disques d'accrétion autour de trous noirs stellaires. Et lorsque le premier télescope à rayons X a été lancé dans l'espace en 1971, il a découvert ce qu'on appelle les sources X binaires, c'est-à-dire, comme le nom l'indique, des systèmes d'étoiles doubles dont on ne voyait qu'une composante lumineuse, l'étoile normale, et à côté des bouffées de rayonnement X qui ressemblaient tout à fait au modèle de disque d'accrétion. Donc on s'est dit, ça y est, on a des candidats, c'était pas encore une certitude, mais on a des candidats pour l'existence de ces objets et de ces trous noirs stellaires. Alors depuis, évidemment, les choses ont beaucoup avancé, c'était dans les années 70, et on estime qu'il y a peut-être quelques dizaines de millions de trous noirs stellaires dans une galaxie donnée. Et à la même époque, on a commencé à soupçonner, pour d'autres raisons, qu'au centre des galaxies, il y a un trou noir unique, mais supermassif. Alors, par exemple, au centre de notre galaxie, ça remonte aux années 90, un trou noir de 4 millions de fois la masse du Soleil.
Mais antérieurement, au centre notamment d'une galaxie plus lointaine qui s'appelle le Messier 87, un trou noir beaucoup plus gros de 5 milliards de fois la masse du Soleil. Alors je reviens maintenant à mon image. Hein. Je ne regarde pas le temps passé, donc il faut que j'accélère. Voilà, je reviens à mon image de 1987. De 1978, pardon, 1978. Voilà. À la fin de l'article, j'ai écrit une petite phrase en anglais, hein, parce que l'article est technique, et bien en disant « Si un jour, on a les moyens observationnels d'observer ce genre de choses, le premier candidat sera le trou noir géant dont on suspecte l'existence, on n'avait aucune certitude à l'époque, au centre de la galaxie Messier 87. Voilà. Et puis après, je suis passé à autre chose, je suis passé aux crêpes stellaires, puis un peu plus tard, aux univers chiffonnés, ce genre de choses, là, etc., à d'autres travaux. Et je ne savais pas que pendant après les 40 ans d'activité consacrés à d'autres sujets, pas tous liés au trou noir, eh bien, des astronomes, alors des vrais astronomes, ceux qui font des observations, ont eu cette fantastique idée de mettre en œuvre un réseau de télescopes à l'échelle planétaire pour avoir en fait la résolution suffisante, c'est-à-dire la finesse de vue, pour observer le trou noir de Messier 87 dont j'avais prédit éventuellement l'image. Alors pour ça, comment on fait? Les trous noirs, en fait, j'ai dit que la taille dépend de leur masse, donc un trou noir stellaire, c'est même pas possible d'imaginer qu'on puisse un jour les voir directement, parce que, je vous ai dit, un trou noir de 10 fois la masse du Soleil, c'est typiquement la taille, la masse d'un trou noir stellaire, fait quelques dizaines de kilomètres de diamètre. Le plus proche, j'en parle, il est à 1500 années-lumière, donc le voir, c'est comme si vous essayiez de voir une bactérie sur la Lune. Alors ça, vous pouvez toujours rêver. Un télescope, on n'y arrivera jamais, bien entendu. En revanche, le trou noir géant de Messier 87, qui fait 40 milliards de kilomètres de diamètre, il est très loin. Mais malgré tout, projeté sur le ciel, c'est l'équivalent d'une pièce de monnaie posée sur la Lune, une pièce d'un euro. Alors là encore, les télescopes ordinaires, les plus grands télescopes, le VLT, même le télescope spatial, le James Webb télescope dont on parle, très très loin d'avoir la résolution suffisante. Mais il y a un domaine de l'astronomie observationnelle qui s'appelle la radioastronomie. C'est-à-dire, on observe le ciel, non pas dans le domaine optique, infrarouge, etc., mais dans le domaine radio. Et là, on peut mettre en œuvre une technique extraordinaire que j'ignorais complètement à l'époque, parce que alors, moi, la technique, j'y connais rien, je crée des équations. Enfin bon, la technique qu'on appelle l'interférométrie. Voilà. Ça veut dire que vous avez des radiotélescopes placés sur la planète entière, et vous les faites fonctionner en réseau interférométrique. Chacun des instruments va capter quelques éléments d'information sur l'objet en question. Après, vous combinez les éléments pour avoir l'équivalent d'un télescope unique qui a la taille du réseau. Et donc, ces équipes-là, ils se sont réunis à plusieurs centaines de chercheurs de par le monde, ont commencé au début des années 2000, inspirés en partie par le calcul que j'avais fait en 1979, à utiliser un réseau de radiotélescopes s'étendant sur la planète entière, c'est-à-dire allant de l'Antarctique aux îles Hawaï en passant par le Chili, les États-Unis et l'Europe, ça fait 10 000 kilomètres. Et ils avaient calculé que dans la longueur d'onde d'observation, ils auraient juste la finesse de vue pour voir l'équivalent d'une pièce d'un euro sur la Lune. Donc ils ont braqué, en 2017 seulement, il a fallu attendre 17 ans pour arriver à coordonner tout ça, ils ont braqué pendant 3 jours et 3 nuits, en avril 2017, les 9 instruments sur leurs 2 cibles, qui étaient le centre galactique et puis le trou noir de Messier 87. Et après 2 ans de calculs forcenés avec des supercalculateurs et des comparaisons et des simulations numériques préalables pour mieux interpréter les images, parce que les images en elles-mêmes ne veulent rien dire si vous n'avez pas une grille de lecture théorique derrière. Ils ont publié, voilà, cette image-là, dans une conférence de presse internationale, c'était au mois de mai 2019. C'est le trou noir supposé encore, hein, de Messier 87, l'œil noir au centre, hein, et puis la couronne lumineuse jaune-orangé. Jaune-orangé, ce sont des fausses couleurs, parce qu'on est dans le domaine radio, donc on met forcément des fausses couleurs, mais qui traduisent l'intensité du rayonnement. Et donc la partie brillante, et il y a une partie plus brillante, c'est justement une partie du disque d'accrétion, c'est un peu plus compliqué que ça, mais j'ai pas le temps d'en parler, où il y a des bulles de gaz chaud, et amplifiées également par cet effet Doppler dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà. Simplement, c'est pas l'angle de vue. Moi, j'avais calculé un angle de vue
peu élevé au-dessus du plan du disque, donc on voit le système un peu de profil, et il se trouve que Messier 87 est vu pratiquement de face, donc il n'y a pas ce phénomène d'inclinaison, mais essentiellement on retrouve les mêmes caractéristiques. Et puis si vous avez suivi, au mois de mai dernier, donc ça c'était en avril 2019, et puis au mois de mai 2022, il y a la deuxième image qui est sortie, celle du trou noir galactique, qui avait été pris, dont les données avaient été prises en même temps, à la même époque, mais dont le traitement avait exigé 3 années supplémentaires parce que le système était beaucoup plus instable, beaucoup plus turbulent, et il fallait faire des moyennes entre les images. Donc voilà, très belle aventure de la vision télescopique d'un trou noir. Et donc, voilà, donc ces choses-là, dans l'ouvrage intermédiaire de 2006, tout ça, ce n'était pas présent. Et donc, il y avait une actualisation à faire, d'où effectivement l'origine donc, de ce livre, Les trous noirs en sont question. Et il y a eu évidemment bien d'autres choses. Il y a eu la découverte, enfin tant attendue, des ondes gravitationnelles. Ça, c'est en 2015. Les ondes gravitationnelles sont une prédiction incontournable de la théorie d'Einstein, c'est-à-dire c'est des sortes de vibrations purement géométriques, des ondulations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière et qui sont produites par des événements cataclysmiques, par exemple des collisions de trous noirs. Et là encore, c'était juste également dans le même laboratoire de l'Observatoire de Paris-Meudon, qui était vraiment le laboratoire français spécialisé dans ces phénomènes qu'on appelle l'astrophysique relativiste, dans lequel il y a des champs de courbure importants, des gravitations importantes. Eh bien, mes collègues, dont Thibaut Damour, avait calculé également, théoriquement, avant que l'on puisse observer cela, avait calculé à quoi ressemblerait le signal gravitationnel émis par une fusion de trous noirs. Et en 2015, le moment où on arrive à mettre au point ces détecteurs d'ondes gravitationnelles, qu'on appelle d'ailleurs aussi des interféromètres, mais le système est complètement différent d'interféromètres radio, détecte un signal qui ressemble exactement, effectivement, au signal théorique. Donc on dit, ça y est, on assiste à des fusions de trous noirs. Et là, avec une précision extraordinaire, parce que tous les trous noirs dont on suspectait l'existence de façon assez indirecte, on estimait leur masse. On dit, oh, ce trou noir-là, par exemple, le premier trou noir découvert d'un système binaire, ça fait l'objet d'une des questions, ça s'appelle Sinus X1, sa masse, on se brasse c'est entre 7 et peut-être 20 fois la masse du Soleil, on ne sait pas trop. Avec les ondes gravitationnelles, vous avez une précision extraordinaire. Vous savez que les deux trous noirs qui vont rentrer en collision, vous connaissez leur masse de façon extrêmement précise, c'est-à-dire à une masse solaire près. Après, vous connaissez la masse du trou noir qui en résulte, dont la masse est donc plus grande, évidemment, mais ce n'est pas tout à fait la somme des masses initiales. Il y a une perte de masse, et c'est justement cette perte de masse qui, par le E égale MC2, explique l'énergie gravitationnelle qui est émise. Donc ça a été un événement tout à fait extraordinaire qui a propulsé tout ensemble de recherches sur les trous noirs, d'autant que dans les années qui ont suivi, on croyait que c'était des événements rares, parce qu'il faut des couples de trous noirs. Non, bon, c'est pas si évident que ça. Hein. Eh bien, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, on en est à un catalogue de 100 événements gravitationnels. Collision de trous noirs, collision entre trous noirs, étoiles à neutrons, et ainsi de suite. On est au début d'une nouvelle ère de l'astronomie qui, pour moi, est aussi importante que l'an 1609, lorsque Galilée a pointé pour la première fois une lunette vers le ciel pour capter plus de lumière. Là, ce n'est pas de la lumière qu'on capte, ce sont les vibrations de l'espace-temps absolument fondamentales qui sont universelles, qui ne sont arrêtées par rien, parce que la lumière peut être absorbée par des nuages de gaz, tout un ensemble de choses. L'onde gravitationnelle, elle traverse l'espace. Et donc, ça donne accès à des phénomènes qui ne mettent rien d'autre que des ondes de gravitation. Donc, c'est vraiment l'astronomie du futur, c'est l'astronomie gravitationnelle. On va laisser un temps, évidemment, pour des questions. Bon, il y en a 100. Évidemment, ça fait beaucoup. Je dois dire que la plupart de ces questions m'ont évidemment été posées dans les innombrables conférences que j'ai données sur le sujet. Bon, je me suis amusé à compter un petit peu, à estimer le nombre de conférences grand public que j'ai faites depuis 45 ans. Ça remonte à 1300 conférences. Alors, pas toutes sur les trous noirs, évidemment, enfin une bonne partie. Et donc, évidemment, plein de questions autour de ça. Eh bien, c'est intéressant parce que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Et d'ailleurs, des questions toujours... la plupart du temps très pertinentes, parfois il y a des farfelus, mais la plupart c'est pas. Et donc ces questions-là, elles sont là.
Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou noir? Est-ce que le temps s'inverse à l'intérieur d'un trou noir? Est-ce que l'univers peut être un trou noir? Tout un ensemble de choses, et j'essaie donc d'y répondre de la façon la plus simple possible. Alors, j'ai beaucoup aimé cette formule de réactualisation de trous noirs, parce que ça me permettait d'actualiser, de mettre vraiment les dernières nouvelles des trous noirs, les ondes gravitationnelles, les trous noirs ultramassifs, tout un ensemble de choses, mais également de bien séparer des questions simples qu'un enfant peut poser, par exemple, hein, avec une réponse très courte de 2 pages. Alors c'est pas du tout technique, c'est moins technique, hein, c'est moins technique que celui-là, mais je crois que tout est dit de façon simple sur tous les aspects des trous noirs. La physique fondamentale, l'astrophysique, comment on le détecte, comment on les visualise, il y a toutes les questions qui se posent. Et donc, je répète également, l'histoire, comment on est arrivé progressivement, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais ça, c'est aussi intéressant de voir historiquement comment les trous noirs ont rencontré tellement de difficultés pour être acceptés, y compris dans le monde scientifique lui-même. Il a fallu des décennies pour accepter qu'ils puissent exister réellement dans l'espace, ce genre de configuration très étonnante et très bizarre. Et donc également le rôle des trous noirs dans l'imaginaire collectif. Voilà, bon, je parle vite et beaucoup. Peut-être que je vais m'arrêter là et je vais vous laisser me poser quelques-unes des questions qui vous viennent peut-être en tête. Et ce serait intéressant d'ailleurs que vous me posiez une question qui ne soit pas dans le livre. Le destin ou l'évolution d'un trou noir dépend de la nature de ces trous noirs. Bon, j'ai dit brièvement, j'ai mentionné ce qu'on appelle les trous noirs stellaires. Après, j'ai mentionné les trous noirs géants supermassifs. Alors ceux-là, on est vraiment quasiment sûr de leur existence grâce justement aux observations télescopiques. Mais il y a d'autres catégories de trous noirs qui existent théoriquement sur le papier et dont l'existence n'est pas encore avérée. Et parmi ceux-là, il y a ce qu'on appelle les mini-trous noirs, les micro-trous noirs, qui seraient des trous noirs microscopiques. Et quand je dis microscopique, c'est la taille d'une particule élémentaire, avec quand même la masse d'une montagne, qui ne se forment pas aujourd'hui, parce qu'il faut des conditions extraordinairement énergétiques, avec des pressions et des densités gigantesques, et donc, s'ils se sont formés, ils n'ont pu se former que quelques secondes après le supposé Big Bang, le supposé début de l'univers, à l'époque où l'espace était rempli d'une sorte de plasma, un gaz extraordinairement chaud, extrêmement dense, et c'est en fait la pression extraordinaire exercée par le plasma qui aurait fait se comprimer des grumeaux. Il y a toujours des grumeaux dans un plasma, dans une soupe, il y a toujours des grumeaux, et les grumeaux primordiaux, certains auraient pu s'effondrer pour former toute une génération de trous noirs qu'on appelle les trous noirs primordiaux. Et donc ils se seraient formés au tout début de l'univers, alors que les trous noirs dont je parlais précédemment, les trous noirs stellaires, il a fallu attendre que les étoiles se forment, donc il a fallu attendre au moins quelques centaines de millions d'années, et pareil pour les trous noirs géants et les trous noirs supermassifs. Et là, ce serait une première génération. Alors, les trous noirs primordiaux, je les aborde dans plusieurs questions, parce que ça soulève plein de nouveaux problèmes. Il y aurait donc des trous noirs microscopiques qui se seraient formés une fraction de seconde à peine, et puis au bout de 2-3 secondes à peine, parce que ça va très vite au début de l'univers, on aurait des trous noirs primordiaux de 1 million de fois la masse du Soleil, puis après ça s'arrête. Voilà. Alors les deux sont intéressants. Les trous noirs primordiaux de 1 million de fois la masse du Soleil, qui sont donc une hypothèse qui a été émise il y a longtemps, ils ont été un peu oubliés pendant 40 ans. Moi j'en parlais dans mon livre parce que je trouve ça intéressant, puis je constatais que la plupart des autres chercheurs avaient oublié ça. Et puis c'est revenu sur le devant de la scène. Pourquoi? Eh bien, les observations récentes, alors puisqu'on est vraiment dans le récent, le James Webb Telescope, par exemple, le fameux télescope spatial qui vient d'être lancé, qui commence à nous délivrer des images époustouflantes, étonnantes, et ainsi de suite. Eh bien, l'une des images les plus intéressantes, c'est pas l'image qui est intéressante, c'est la grille de lecture que l'on a derrière, révèle en fait des galaxies beaucoup plus lointaines que ce que l'on pense. Alors quand je dis lointaines, en fait, c'est en fait, on remonte dans le passé, et donc il a mis en évidence des galaxies extrêmement jeunes et qui se sont formés beaucoup plus tôt après le Big Bang que ce que l'on pensait. On pensait précédemment que les premières galaxies, il fallait au moins 600, 700, 800 millions d'années pour arriver à les former. Et là, il semblerait qu'il y a déjà des galaxies formées au bout de 200 millions d'années. Donc, il y a une sorte d'accélérateur de formation des galaxies, avec l'idée qu'il doit y avoir peut-être des germes massifs autour desquels elles se sont formées, d'où est revenue l'idée d'une génération de trous noirs primordiaux massifs qui ont servi de germes à la formation des galaxies pour accélérer le processus. Encore peut-être plus intéressant, mais ça ne fait pas partie des observations encore possibles, c'est l'hypothèse donc de ces
micro-trous noirs primordiaux. Et là, vous avez sans doute entendu parler de ça, c'est l'une des découvertes théoriques majeures de Stephen Hawking, qu'il a découvert d'ailleurs par hasard, parce qu'il voulait prouver le contraire, mais enfin peu importe. Il a découvert que les trous noirs, micro-trous noirs, sont soumis non seulement aux lois de la relativité générale, de la gravitation, mais aussi aux lois de la physique quantique. Et là, ça change complètement les choses. Dès que vous mettez des champs quantiques au voisinage du trou noir, ben vous trouvez que le trou noir se comporte complètement différemment. Le trou noir microscopique, le micro-trou noir, se comporte différemment du trou noir gros, qui va avoir tendance à absorber la matière et l'énergie, et donc à grossir au cours du temps. Donc là, le sort habituel d'un trou noir, c'est de devenir toujours de plus en plus gros. Sauf le trou noir microscopique, lui, au contraire, il rétrécit et finit par s'évaporer. Ça s'appelle l'évaporation quantique des trous noirs. Ça n'a jamais été observé, c'est simplement des calculs plausibles qui suggèrent que s'il y a eu des trous noirs microscopiques primordiaux, il y a une partie qui s'est déjà évaporée, puis il y a une partie dans un intervalle de masse qui en serait en train de s'évaporer aujourd'hui. On a essayé de chercher des traces de ces évaporations, on ne les a pas trouvées, mais bon, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et même si les micro-trous noirs n'ont jamais été formés, le seul fait de les avoir imaginés théoriquement a permis de beaucoup avancer dans notre compréhension très profonde, mais compréhension théorique cette fois-ci, sur les liens qu'il peut y avoir entre la gravité, la physique quantique et la thermodynamique, qui sont les trois grands secteurs fondamentaux de la physique que l'on essaie d'unifier aujourd'hui dans ces théories de gravitation quantique, qui font d'ailleurs l'objet de mon deuxième livre préféré, mais qui n'est pas là, qui s'appelle L'écume de l'espace-temps, qui a été... pardon. Ah oui, pardon, excusez-moi, voilà, il est là. Voilà, où je fais un panorama, ce livre date de 2020, de ces théories extraordinaires de la gravitation quantique, dans lesquelles les trous noirs jouent un rôle absolument fondamental, mais pas les trous noirs astrophysiques, l'étude théorique des trous noirs. C'est vrai que moi-même, mais ce n'est pas forcément partagé dans l'ensemble du monde scientifique, et ça a été une de mes grandes surprises de ces 2 ou 3 dernières années, c'est une soumission incroyable à des formes de doxa, sur toute forme de pensée dans tous les sujets. Et ça envahit également le monde académique, le monde institutionnel, le monde de la recherche. Et je peux vous dire effectivement, bon, j'ai 45 ans d'expérience de la recherche, la façon dont on fait de la recherche aujourd'hui est beaucoup moins, il y a quelques exceptions encore, évidemment, mais beaucoup moins imaginative et beaucoup moins libre, tout simplement, que ce que l'on pouvait faire il y a 40 ans. Parce que toutes les recherches sont soumises à des fameux protocoles, et les protocoles, et ceci et cela. On ne peut pas s'engager dans un sujet de recherche. Un jeune ne peut pas s'engager dans un sujet de recherche qu'il aurait choisi lui-même. Moi, j'ai eu cette chance extraordinaire toute ma vie. Bon, après, j'ai un esprit farouchement indépendant. Bon, mais j'ai pu exprimer justement cet esprit farouchement indépendant pour faire des recherches, parce que le contexte s'y prêtait. Hein. Aujourd'hui, un jeune qui aurait des idées un petit peu en dehors des clous, aucune chance pour lui de faire de la recherche. Voilà. Bon, je ne veux pas non plus donner une vision trop pessimiste, ce genre de choses. Il se trouve que les sciences de l'univers continuent, au moins dans toutes les branches de la physique, de la recherche scientifique, continuent à attirer peut-être également par ces aspects extra-scientifiques, des questionnements métaphysiques profonds, ce genre de choses, continuent à attirer encore beaucoup de jeunes d'esprit brillant. Mais simplement, c'est vrai qu'ils sont davantage canalisés s'ils veulent un jour avoir une chance d'avoir trouvé un sujet de thèse, d'être accueillis par un laboratoire, et ne parlons pas d'entrer dans une institution comme le CNRS ou recruter ailleurs. C'est un parcours du combattant, mais qui est canalisé. C'est pas tellement... Le parcours du combattant, c'est bien, parce qu'il y a forcément un élitisme, parce que c'est tellement difficile que, bon, il n'y a que finalement les plus imaginatifs qui arrivent à sortir. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément le plus imaginatif, c'est ceux qui s'adaptent le mieux aux circonstances, etc. Ils font faire des simulations numériques, ils vont suivre les sujets à la mode. Donc vous avez tout à fait raison de poser ça. Mais il y a malgré tout, heureusement, encore une production de connaissances. Regardez ce qui se passe. J'ai au moins cité, j'ai parlé longuement de 2 choses, les images télescopiques de trous noirs et les ondes gravitationnelles. Et là, ce sont des collaborations internationales absolument extraordinaires. On oublie tous les machins géopolitiques et tout ça. Vous avez des collaborations entre les laboratoires du monde entier, les Américains, les Russes, les Ukrainiens, les Chinois, les Japonais, tous les Africains, tout le monde est là. Et ils sont 250 et ils travaillent en commun, pas forcément en se rencontrant d'ailleurs, pour produire ces choses extraordinaires que sont ces images de trous noirs, pour mesurer les ondes gravitationnelles et ouvrir des choses absolument fascinantes pour le futur, en tout cas dans notre compréhension de l'univers extrêmement lointain.
Alors je sais qu'il peut y avoir aussi dans une partie du public un petit peu de polémique. Pourquoi on va dépenser de l'argent et tant d'énergie intellectuelle pour essayer de comprendre ce qui se passe à des milliards d'années-lumière alors que on a des problèmes immédiats à résoudre sur Terre, réchauffement climatique, ce genre de choses. Mais on mélange en fait des ordres de choses et des ordres d'action qui n'ont rien à voir entre eux, même s'il peut y avoir des liens, parce que comprendre le lointain permet souvent de mieux interpréter le proche. Combien de nouveaux trous noirs, vous voulez dire avérés, c'est-à-dire par des observations? Parce que statistiquement, je vous ai dit, il y a une étoile sur 10 000 est suffisamment massive pour fabriquer un trou noir. Sur les 1000 milliards et quelques milliers de milliards d'étoiles de la galaxie, il doit y avoir actuellement une dizaine de millions de trous noirs. Mais encore faut-il qu'ils soient dans des états d'observation, c'est-à-dire qu'ils soient par exemple associés en couple, et dans une phase du couple où ils aspirent le gaz, ça ne dure pas longtemps. Dans la vie d'un couple, ça va durer 10 000 ans. Alors pour nous, c'est beaucoup, mais à l'échelle cosmique, c'est rien du tout. Donc, actuellement, je peux répondre plus précisément, on a une cinquantaine d'objets de sources X binaires qui sont vraiment des candidats très forts pour les trous noirs. Alors, pour les trous noirs stellaires. On appelle ça les trous noirs électromagnétiques parce qu'on les a d'abord découverts par justement ces phénomènes électromagnétiques. Maintenant, depuis 2015, on a les trous noirs gravitationnels que l'on détecte, qui sont aussi les trous noirs stellaires de notre galaxie, mais que cette fois-ci, on repère à travers les collisions et les fusions et qui produisent des ondes gravitationnelles. Et ça suggère qu'il y en a sans doute bien plus que ce que l'on pensait, ce qui nous a d'ailleurs amené à réviser de façon intéressante, pas à tout bouleverser, simplement à réviser certains aspects de la théorie de formation des trous noirs, où peut-être en fait il s'est formé beaucoup plus de trous noirs que ce que l'on pensait, et peut-être non, justement des trous noirs primordiaux. Alors, très bonne question que je traite également. Est-ce que les trous noirs peuvent expliquer une partie de la matière noire? La réponse est clairement non. Alors évidemment, la matière noire, c'est un sujet plus général de cosmologie. Nous savons aujourd'hui que l'ensemble de la matière lumineuse de l'univers, les 1000 milliards de galaxies avec les millions de milliards d'étoiles, dont on pourrait penser que ça représente la totalité de la matière-énergie de l'univers, ne représente à peine qu'1%. 1% du total. Voilà. Dans tout le reste de la matière noire, ce qu'on appelle la matière noire. Alors, certains disent, parce que vous vous trompez depuis un siècle, nous on a des solutions. Mais en fait, donc, évidemment, il est naturel d'imaginer qu'il puisse y avoir, de spéculer qu'il puisse y avoir des formes de matière qui n'émettent pas de rayonnement électromagnétique, donc on appelle la matière noire. Alors, c'est un vaste sujet, je n'ai pas le temps d'en parler, mais j'en parle dans d'autres ouvrages. A priori, évidemment, les trous noirs sont un candidat les trous noirs sont noirs, donc c'est un candidat pour la matière noire. Mais ils ne sont pas assez nombreux. Ça peut paraître paradoxal, je dis 10 millions de trous noirs, c'est énorme, mais en fait, dans le champ immense de la galaxie, je vous dis, le plus proche, il est à 1500 années-lumière, donc ça veut dire que il y en a très très peu, en fait. Voilà. Et donc, très très loin, il en manque énormément pour expliquer la matière noire. Alors, la matière noire, c'est autre chose. J'ai toujours développé une très grande passion pour la musique, en marge de mes recherches. Voilà. Je ne sais pas s'il y a mon livre du piano aux étoiles, quelque part. Ah oui, il est là. Voilà. Donc, il n'y a pas de son qui se propage dans le cosmos. L'espace ne présente pas un support suffisant pour les ondes acoustiques. En tout cas, dans l'univers actuel. Figurez-vous que dans le très jeune univers, avant l'apparition de la lumière, qui date de 400 000 ans à peu près, après le supposé début de l'univers au Big Bang, l'univers c'était un plasma si chaud et si dense qu'il y avait des ondes acoustiques. Bon, donc s'il y avait des oreilles à cette époque-là, on aurait entendu le bruit du Big Bang et les vibrations. Bon, donc aujourd'hui ce n'est pas le cas. Mais en revanche, nous recevons des ondes d'une autre nature, qui ne sont pas des ondes acoustiques, qui sont des ondes électromagnétiques, et puis maintenant des ondes gravitationnelles. Donc quand on pense à ondes, on pense à une captation d'ondes et à une transposition pour qu'on entende quelque chose. Et effectivement, ce sont des choses qui sont faites. Alors, pour les ondes gravitationnelles, on peut aller vérifier sur les sites Internet, consacré le site de LIGO, enfin les instruments gravitationnels de LIGO et Virgo. Certains se sont amusés à transposer de façon sonore le signal gravitationnel. Alors on appelle ça un chirp. Un chirp, tout simplement parce que c'est phonétique, parce que le signal gravitationnel qu'on a reçu, j'ai oublié de le dire, mais il dure une fraction de seconde à peine. Donc vous avez un phénomène qui s'est déroulé en général il y a plus d'1 milliard d'années. Les fusions de trous noirs qui ont été observées, on a 2 trous noirs entrés en collision, ça s'est produit, le premier qui a été découvert en 2015, on a calculé que ça s'était produit 1,2 milliard d'années auparavant, et on a reçu 1,2 milliard d'années plus tard un signal
qui a duré 1/10 de seconde. Et la montée du signal gravitationnel, ça fait... C'est ça qu'on appelle un chirp. Voilà. Bon. Ça ne fait pas une musique extraordinairement passionnante. Mais puisque vous abordez le sujet, je puis vous dire que moi, passionné de musique, on a utilisé, et j'ai eu la chance d'avoir des collaborations avec des compositeurs de musique contemporaine, où on a utilisé des rythmes et des signaux électromagnétiques transposés dans le domaine acoustique pour en faire des œuvres musicales. La première collaboration que j'ai eu la chance de mener, c'est avec le génial compositeur qui s'appelait Gérard Griset, le fondateur d'un courant de la musique contemporaine, comme on appelle la musique spectrale, et il avait été fasciné par des enregistrements qui sont faits par les radioastronomes de rythmes extraordinairement réguliers émis par des étoiles à neutrons en rotation qu'on appelle des pulsars, qui sont des sortes de métronomes cosmiques qui émettent un signal radio extraordinairement régulier parce que c'est un signal qui est modulé, une sorte de phare cosmique qui est modulé par la vitesse de rotation extrêmement stable de ces pulsars. Et fasciné par ça, de retour de l'université de Berkeley, où il a eu l'occasion d'écouter des enregistrements qu'on s'était amusé à faire. Il m'avait écrit tout simplement une lettre, un petit peu au hasard, bouteille à la mer, sans savoir du tout que j'étais passionné de musique et en plus que je connaissais ses œuvres déjà, parce que j'aimais la musique contemporaine, pour me proposer une éventuelle collaboration autour de ces rythmes de pulsars. Et nous avons travaillé ensemble pendant 2 ans, nous sommes devenus très proches amis, et nous avons conçu une œuvre qui s'appelle Le Noir de l'Étoile. Vous pouvez l'écouter sur YouTube, il y a plein de représentations. Ça a été créé en 1991, et depuis ça a été donné des centaines de fois dans le monde entier. C'est une œuvre qui est conçue pour 6 percussionnistes humains, chacun disposé sur un podium ayant à sa disposition plusieurs dizaines d'instruments de percussion différents, qui jouent donc une œuvre d'une complexité rythmique extraordinaire. Et puis il y a 2 moments de la partition très précis où les musiciens humains s'arrêtent de jouer pour laisser jouer les percussionnistes célestes qui sont des pulsars, captés, dont l'un d'entre eux est enregistré et l'autre était capté au moment du concert. Et donc notre idée, c'était de donner un rendez-vous cosmique, c'était le pulsar qui, passant devant la fenêtre d'observation d'un radiotélescope, le grand radiotélescope de Nancy, en France, qui dictait le moment précis où devait commencer le concert, parce que le pulsar ne passe pas à n'importe quelle époque de l'année. Et comme ça, on liait 2 temps normalement incommensurables entre eux, le temps des hommes et le temps des astres. Et donc c'est un exemple, effectivement, le premier exemple d'utilisation de rythme cosmique transposé dans la gamme acoustique pour en faire une œuvre d'art. Après, ça a été largement utilisé. Vous trouvez, maintenant, si vous allez sur le site de la NASA va vous faire écouter plein de sons, les éruptions solaires transposées de façon acoustique, la magnétosphère de Jupiter, les quasars, tout un ensemble de choses. Et les pulsars sont sans doute les plus impressionnants à cause de ce tic-tac absolument métronomique qui nous donne des rythmes cosmiques. Et plus récemment, d'ailleurs, j'ai eu plusieurs, mais j'ai une autre très belle collaboration qui a à voir directement avec les trous noirs. C'est avec un compositeur qui s'appelle Hector Parra, un très brillant compositeur d'origine catalane, qui a beaucoup travaillé également à l'IRCAM, qui est passionné de toutes ces lectures-là. Il a lu tous mes bouquins, et il comprend très bien. Il a une culture scientifique extraordinaire, et fasciné par les trous noirs, il a eu envie d'écrire une œuvre sur une sorte de scénario sur lequel donc, nous avons travaillé ensemble, et l'œuvre a été créée en 2018, s'appelle Inscape, et en fait c'est une sorte de voyage psychoacoustique dans un trou noir, c'est-à-dire que donc l'œuvre, une transposition musicale, mais vraiment artistique, évidemment, voilà, progressivement on pénètre de façon sonore et acoustique dans un espace acoustique de plus en plus déformé à mesure que l'on s'approche d'un trou noir. Après on plonge, on traverse l'horizon des événements, on échappe à la singularité avec des déchaînements, des déferlements de l'orchestre, et on finit par déboucher à la fin sur un autre univers, en ayant traversé un trou de verre, sortir par une fontaine blanche et retrouver un univers plus calme et peut-être propice à l'émergence d'autres formes de vie. Voilà comment, et pour moi j'y tiens énormément à ces cousinages entre la recherche scientifique la plus pointue et l'inspiration artistique. C'est pour moi l'une également des missions fondamentales de la culture scientifique, transposer
les choses compliquées que nous faisons dans nos labos. Il ne faut pas rester dans notre tour d'ivoire, il faut venir en parler. Et ça tétille l'imagination et ça fertilise l'imagination des artistes. Donc j'ai beaucoup de collaborations avec des compositeurs, des sculpteurs, des peintres, des poètes. S'il y a eu une première génération de trous noirs dits primordiaux qui ont servi de germe à la formation des galaxies, déjà on peut dire un rôle très précoce des trous noirs qui permettent la formation des galaxies. Si les galaxies n'étaient pas formées, les étoiles ne se seraient pas formées et nous n'existerions pas. D'une certaine manière, de toute façon, tout se tient dans le lien. Même si on vous parle de choses un petit peu bizarres, je ne vous ai pas parlé aujourd'hui, de particules bizarres, fantomatiques, comme les neutrinos, par exemple. On va vous parler du boson de Higgs. C'est des choses qui semblent complètement éloignées. Mais l'univers forme un tout. Les lois de la physique forment un tout. Si vous enlevez un ingrédient, il y a tout l'édifice qui se casse la figure. Donc finalement, tout est essentiel à toute chose. Il y a des poètes qui ont écrit ça, de belles choses, là. William Blake avec l'univers dans la paume de la main, ce genre de choses. Donc tout est contenu dans une goutte d'eau d'une certaine manière. Voilà. Alors bon, pour en revenir plus précisément aux trous noirs, pour l'instant, le rôle des trous noirs reste relativement marginal, en ce sens que statistiquement, par rapport aux étoiles ordinaires, ils sont effectivement en large minorité, mais au cours du temps, puisque la question m'a été posée tout à l'heure, les trous noirs normaux astrophysiques sont amenés à grossir au cours du temps. Donc ça veut dire qu'ils vont prendre de plus en plus d'influence. Voilà. Alors, évidemment, parfois, déjà, on pose la question, est-ce qu'un jour, un trou noir gigantesque va devenir un trou noir unique et va finir par bouffer tout l'univers, engouffrer tout l'univers? Non, bien sûr que non. Il va y avoir des trous noirs qui vont se former un peu partout, de plus en plus gros, mais ne pas oublier que l'univers est en expansion et que l'espace sépare ces régions de concentration, donc ça va séparer les trous noirs supermassifs. Même si dans le futur, on peut imaginer des trous noirs ultra massifs, de centaines de milliards ou même de milliers de milliards de fois la masse du Soleil, et quand même, ils ne fusionneront pas pour former un trou noir unique. Même si l'une des dernières questions de mon livre traite la question « Notre univers peut-il être un trou noir ?» mais pas par un processus de coagulation, par d'autres considérations. Donc voilà, donc le rôle des trous noirs ne peut qu'augmenter au cours du temps. Et est-ce que... Alors ça peut inquiéter, parce que dans la version traditionnelle du trou noir, le trou noir c'est la fin de l'histoire. Sauf s'il y a des trous de verre. Et on a des théories, je développe davantage dans les cubes de l'espace-temps, mais j'en dis quand même un mot là-dessus. On a des théories qui ont été imaginées déjà dans les années 80, des théories qu'on appelle les bébés univers, baby universe. C'est l'idée que lorsqu'un trou noir se forme, vous pouvez avoir un univers qui se forme au sein du trou noir et qui se déploie dans d'autres dimensions. Et donc, en fait, les trous noirs pourraient servir dans certains modèles. On a des modèles assez fascinants de l'évolution cosmique, où le Big Bang ne marque pas forcément le début de toute chose. On a des univers qui s'auto-reproduisent. C'est-à-dire, on fabrique des bébés univers en fabriquant des trous noirs. Les trous noirs se forment. Au sein de ces trous noirs, un autre univers naît, peut-être dans d'autres dimensions, relié à l'univers parent par l'équivalent d'un cordon ombilical qui serait le trou de verre. Voilà. Et on a, j'ai un de mes collègues qui s'appelle Lis Moline, qui a d'ailleurs écrit un ou deux livres à ce sujet-là, qui a élaboré une sorte de théorie de l'évolution cosmique un petit peu à la Darwin, où il y a des effets de sélection. Seuls les univers capables, ayant les bons paramètres physiques pour former des trous noirs, parce que si vous changez un petit peu les valeurs des constantes fondamentales de la nature, vous ne fabriquez pas de trous noirs. Hein. Bon. Donc il faut des conditions particulières, et donc un univers capable de former des trous noirs est capable de se reproduire, et ainsi de suite, peut-être ad aeternam. Et donc les trous noirs joueraient absolument un rôle fondamental dans la reproduction des univers, pour retrouver une forme d'éternité du temps, parce que dans le modèle standard, il y a un début du temps qui est le Big Bang, et on a toujours envie de se poser la question, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Voilà. Les trous noirs peuvent apporter une réponse. Les trous noirs et les trous de verre peuvent apporter une réponse. On a par exemple des modèles qui restent des modèles. Ce n'est pas encore des équations très très claires, mais ce sont plutôt des scénarios. Mais enfin voilà, des modèles d'un avant Big Bang, où par exemple, avant notre Big Bang, on avait un univers qui était par exemple en contraction, et au lieu de s'effondrer pour former un Big Crunch, une singularité où tout se termine, ça rebondit. Il y a des théories de gravitation quantique qui calculent ce genre de choses. Ça rebondit, il y a un trou de verre qui se forme, et
notre Big Bang serait la fontaine blanche, c'est-à-dire la ressortie d'une partie de la matière et de l'énergie de l'univers antérieur qui transiterait par un trou de verre et qui donnerait naissance à notre propre univers. Donc nous serions le bébé univers d'un trou noir d'ordre supérieur antérieur à notre Big Bang. Bon, on est là dans des hypothèses. Hein. Ce sont ces choses très contre-intuitive que nous apprend la science d'aujourd'hui. La relativité générale, l'élasticité de l'espace et du temps, la courbure, l'expansion de l'espace sont contre-intuitives. La physique quantique est encore plus contre-intuitive, hein, avec l'intrication, la non-séparabilité, le principe d'incertitude, ce genre de choses. C'est ça qu'il y a de beau, justement, pour un chercheur comme moi, c'est mes collègues qui faisons de la physique fondamentale. C'est d'être constamment surpris et que ce qu'on appelle l'intuition, c'est le bon sens adapté à notre environnement immédiat qui est simple. On est à faible vitesse, on n'est pas dans des champs de gravitation, l'espace n'est pas courbé et donc notre cerveau s'est adapté à cet environnement. Mais dès que l'on creuse un peu plus, on s'aperçoit que le véritable univers, il est radicalement différent. Et donc c'est la magie un petit peu de la recherche scientifique, à l'aide effectivement de poignées d'équations mathématiques compliquées, qui forment une sorte de langage universel, d'arriver à décoder justement ces choses qui sont contre-intuitives. Alors effectivement, quand j'ai écrit plusieurs livres sur la cosmologie, où j'aborde justement, notamment dans l'univers chiffonné, sur cette question de l'univers, de l'espace en expansion. On a en principe, si on n'a pas les équations, on a une fausse image de ce que c'est que l'univers en expansion. Par exemple, on imagine un ballon qui gonfle. Alors, dans quoi gonfle le ballon ? Et la question est mal posée. Le ballon, si le ballon représente l'univers tout entier, il ne peut pas gonfler dans quelque chose, parce que le quelque chose serait de l'univers. Donc il ne peut pas y avoir... Alors l'univers n'est pas un ballon. C'est peut-être un hyperballon. C'est en géométrie, on appelle ça une hypersphère. C'est un espace qui est fini, mais qui n'a pas de frontières et qui n'a pas de bords. Donc vous n'allez pas vous poser la question où ça va, dans quoi ça grandit. Ça ne grandit dans rien du tout. Ça grandit en soi, mais sans avoir de frontières et sans être infini. Ben, je vous accorde que ce n'est pas très intuitif, mais pourtant je vous assure que quand vous écrivez les modèles géométriques, ça marche extraordinairement bien dans le cadre des géométries non euclidiennes, des topologies. Tout ça, je l'explique dans mon livre qui s'appelle L'univers chiffonné. Voilà. Et c'est fascinant justement ces concepts qui vont complètement à l'encontre de notre intuition immédiate sur la vraie nature de l'espace, du temps, de l'énergie, toutes ces choses-là.